En ce lundi 6 mai 2024, Yves Le Pestipon proposait à la librairie Ombre Blanche un nouveau classique au détail consacré au poète François Beroald de Verville et plus particulièrement à son poème libertin, Le Mai. Bonne écoute. L'heure étant l'heure, ce que pensait autrefois la SNCF, nous allons commencer et je suis heureux de vous voir assez nombreux en dépit des ponts, de tout ce qu'on peut imaginer, même des matchs, des victoires de Toulouse qui fait que certains ne décuivent pas depuis 3 jours, voilà, dans mon quartier en tout cas. Et puis en dépit du fait qu'on a choisi aujourd'hui un auteur qui n'est pas un des auteurs les plus célèbres de l'histoire de la littérature française, puisqu'il s'agit de Beroald de Verville, et qu'en général, quand on dit Beroald de Verville, les gens sont un peu étonnés qu'on parle d'un type qui a un nom aussi bizarre, aussi compliqué, dont on ne sait pas très bien d'où il vient, et qu'effectivement on n'a jamais rencontré à l'école. Quand je traverse la France par-ci par-là pour parler de La Fontaine dans quelques jours à Château-Thierry, l'autre jour à Villeneuve-Minervois, hier au Jardin des Plantes, il y a toujours un certain nombre de gens qui arrivent intéressés par le fait que ce soit La Fontaine. Mais Beroald de Verville ne fait pas partie des auteurs qui sont des marques célèbres que l'on peut distribuer assez facilement. Très peu de gens savent qui c'est. Et effectivement, à l'école, heureusement, va-t-on dire, heureusement, on n'a pas étudié Beroald de Verville pendant notre enfance, pendant l'enfance de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents, etc. Et même déjà de son vivant, on ne le recommandait pas toujours systématiquement. Alors, Beroald de Verville m'intéresse d'abord parce qu'il a la même date anniversaire que moi. Il se trouve que je suis né le 27 avril, c'est il y a 4 ou 5 jours. D'ailleurs, ceux qui peuvent faire encore des chèques et des cadeaux, bon, je suis toujours preneur. On m'a offert des bretelles l'autre jour, voilà, que j'ai là dans mon sac, c'est très bien, voilà, ils peuvent encore agir. Mais donc, lui il est aussi un 27 avril, il est né simplement 401 années avant moi, puisqu'il a eu la chance ou le malheur de naître en 1546, et donc il est mort quant à lui en 1626, c'est-à-dire 400 ans avant la naissance de Giscard, hein, voilà, de 300 ans avant la naissance de Giscard. Et on va dire, de même que je m'emploie avec beaucoup d'énergie à essayer de rendre illustre le nom littéraire de l'œuvre de Valéry Giscard d'Estaing, et avec un insuccès total, je dois dire, quasiment total, eh bien, effectivement, avec Beroald de Verville, des gens travaillent depuis quelques années, mais ça ne perce pas, on va dire, jusqu'à la grande librairie, et voilà, et choses de ce genre, ni dans les classes. Alors, cependant, Beroald de Verville est un des auteurs les plus intéressants de l'histoire de la littérature française, et on pourrait presque dire mondiale. Enfin, c'est un auteur vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire, mais il y a dans l'histoire de l'art des phénomènes qui sont des phénomènes de tradition qui fonctionnent bien, où on a l'impression que les écrivains ou les peintres ou les musiciens se succèdent dans une sorte de hiérarchie heureuse, et on voit bien que tel musicien précède tel autre, que c'est la suite d'eux, et que tel grand musicien était très célèbre de son temps, et on continue. Beethoven, Liszt, hein, quand Liszt vient à Toulouse, disons au début du 19e siècle, c'est un succès absolument incroyable, les gens se précipitent dans les rues, on sait déjà qu'il est célèbre, et on voit d'où il procède, etc. C'est pareil pour les tableaux de Rembrandt de son temps, sauf tout à fait à la fin, il était un peu mal reconnu, mais c'est pareil pour Rubens. Et évidemment, c'est la même chose pour La Fontaine. On a très vite remarqué que La Fontaine était un grand homme, et depuis que La Fontaine a publié les Fables en 1668 et années suivantes, on ne cesse de les rééditer et de considérer que ce grand personnage qui succède à Montaigne, qui était ami avec Racine et Molière, par exemple, est un grand écrivain, et on le place assez facilement dans la succession des siècles. On va dire Balzac, Flaubert, Proust se succèdent assez aisément. Ils sont célèbres dès leur vivant, de plus en plus célèbres depuis. Et pour les professeurs d'histoire de la littérature, comme pour les professeurs d'histoire de la musique, ou les professeurs d'histoire de la peinture ou de la sculpture, c'est assez bien d'expliquer sur un tableau, il y a Balzac, puis il y a Flaubert, puis il y a Proust, etc., etc. Et on voit bien comment ça s'enchaîne, comment ça discute, et on n'a pas de doute, ce sont en effet de grands écrivains qui se mettent sur une sorte de ligne. Alors, pour les époques anciennes, la chance et le malheur, disons pour le XVIIe siècle et pour ce qui précède, c'est qu'il y a eu quelqu'un vraiment d'extraordinaire à bien des égards, mais qui est un stérilisateur de première, qui s'appelle Boileau, Nicolas Boileau. Et on sait bien qu'il compose un art poétique dans lequel on trouve des vers remarquables, dont celui-ci. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors, Boileau est un auteur important vraiment du XVIIe siècle, et un auteur qui avait commis idée comme d'autres, un peu avant Malherbe. On se souvient qu'au début d'un texte de Boileau, il dit « Enfin Malherbe vint ». Voilà, enfin Malherbe vint. Et donc, il y a une lignée, on va dire qu'on peut appeler une sorte de lignée Boileau, qui le précède et qui le suit, qui veut que la littérature, et en particulier la littérature poétique, exprime dans un langage français
absolument clair, qui est le langage d'un peu tout le monde, y compris éventuellement le langage du charretier, dans un langage français clair, des idées aussi claires que possible, par exemple sur le temps qui passe, sur l'amour, enfin sur la philosophie, etc., que ce soit quelque chose qui fasse à peu près l'accord général. On voit bien, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Bon, c'est du Malherbe. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. On comprend aussi à peu près ce que c'est que le chagrin d'un père qui vient de perdre sa jeune fille, qui s'appelle donc Dupérier, enfin le père, très bien, ta douleur Dupérier, etc., sera donc éternelle. Très bien, on comprend de quoi il s'agit. On comprend de quoi il s'agit quand il s'agit de lire une fable de La Fontaine, quand il s'agit de lire une pièce de Molière, et ça continue quand on lit un poème de Voltaire, par exemple, au XVIIIe siècle. Et donc, il y a une espèce d'idée, la poésie doit en quelque façon défendre et illustrer la langue. Je prends là une idée un peu plus ancienne. C'est une idée qui vient quant à elle de la défense et illustration langue française de Du Bellay, donc au milieu de la Renaissance. Et donc il y a une idée qui va assez bien avec nous. Un grand écrivain, et en particulier un poète, c'est un homme qui illustre et qui défend la langue française. Et on est tout à fait prêt à admettre qu'un grand écrivain espagnol ou italien fait la même chose avec sa langue, et qui propose des œuvres qui sont pour l'essentiel compréhensibles par tout le monde et qui se succèdent d'une manière relativement cohérente, à la fois à l'intérieur de l'œuvre du personnage, les œuvres de Molière, les œuvres de Racine. On va dire Racine, en effet, fait des tragédies. Une tragédie accompagne une tragédie, enfin précède une tragédie, qui précède une tragédie. Puis c'est un peu bizarre, il arrête, mais on voit bien effectivement que c'est un grand auteur tragique, même s'il a fait quelques autres trucs. Et c'est une cohérence. Et au fond, Racine semble répondre à Molière d'une part, mais surtout à Corneille. Et on sait bien tous à peu près ce que La Bruyère dit de Racine et Corneille. Il dit de Corneille, Corneille peint les hommes tels qu'ils devraient être et Racine les peint tels qu'ils sont. Alors on est ravi quand on est professeur de littérature parce qu'il y a Corneille et puis Racine. Racine fait tout autre chose que Corneille, mais il fait un petit peu la même chose puisque dans les deux cas, ce sont des pièces en vers qui souvent imitent l'Antiquité, etc., avec des héros. Bon, très bien. Et donc on fait le dialogue et on voit comment Voltaire, un siècle plus tard, fait à son tour des tragédies qu'on estime moins, mais qui se situent bien dans cette succession. Et on voit bien ce que fait Victor Hugo quand, dans la préface de Cromwell, au début de 1820, par là, il propose un texte. La préface de Cromwell, c'est la préface ultra célèbre d'une pièce un peu moins célèbre qui s'appelle Cromwell et qui sera peut-être mise en scène dans quelque temps à l'Hôtel de la César par une jeune troupe toulousaine. Cette pièce un peu monstrueuse, Victor Hugo dit je fais ce que Racine ne faisait pas. Et donc, pour le professeur de littérature, c'est très bien. Eh bien, voilà, je vois bien que... voilà. Pareil pour le professeur de musique. Il suffit de placer Boulez dans l'histoire de la musique. Je vois bien que Boulez ne fait pas ce que faisait Debussy, que Debussy ne faisait pas ce que faisait Beethoven ou autre chose, que Beethoven ne faisait pas ce que faisait Mozart, et ainsi de suite, ainsi de suite. Même si parfois ça se répète, ça se prolonge, etc., je vois bien que de Monteverdi à, supposons, Boulez, il y a des changements, des évolutions, et que je peux les classer assez facilement, et qu'il y a des auteurs phares. Et il y a des auteurs phares que l'histoire de la littérature, que l'histoire de la peinture, que le Lagardère-Michard, si on veut, en littérature, retient facilement. Et puis, il y a des auteurs sur lesquels on est un peu gêné, parce que leur œuvre ne paraît pas cohérente. D'une part, ça va un peu dans tous les sens. C'est pas l'auteur de la tragédie, c'est pas l'auteur du portrait, c'est pas l'auteur, je sais pas, de la petite variation musicale ou de la grande variation musicale. Peu importe. C'est un peu incohérent, ça va un peu dans tous les sens. C'est un peu gênant. D'autre part, ça ne ressemble pas trop à ce qu'on attend du progrès, alors je mets progrès entre guillemets, de l'histoire de l'art, c'est de plus en plus complexe, etc. On peut l'étudier à l'école. D'autre part, c'est un peu immoral, c'est un peu bizarre. D'autre part, ça n'a pas été très bien reçu. Un certain nombre d'idées qui conviennent éventuellement pour la modernité la plus récente. Trouver des auteurs qui sont un peu bizarres, qui sont un peu marginaux, qui font des expériences un peu dans tous les sens. Mais c'est tout de même un peu embêtant quand on est professeur de lycée, de collège, de classe préparatoire, d'expliquer des auteurs qui vont dans tous les sens, qui font un peu n'importe quoi, qui sont évidemment un peu immoraux et autres, et qui n'ont pas éventuellement été reconnus de leur temps. Alors on sait bien que ce genre d'écrivains, de peintres ou de musiciens, qu'on redécouvre plus tard, parce qu'ils vont intéresser la postérité, il y a de nombreux cas. Par exemple, je prends en peinture, si on était quelque part vers 1840-1850, et comme on peut imaginer que beaucoup d'entre nous ont un peu d'argent à la caisse d'épargne, ou ailleurs, ou à l'écureuil, on pourrait s'acheter un Jérôme Bosch, voire un Vermeer. Ça valait pas grand-chose. Voilà. Il a fallu, pour retrouver un Jérôme Bosch et ces gens-là, qu'il y ait ce qu'on appelle les surréalistes, c'est-à-dire André Breton et quelques autres, qui se disent « Mais ces trucs dont vous dites que c'est complètement nul, que ça ressemble à rien, que c'est mal dessiné, que c'est mal peint, qu'on comprend rien dedans,
c'est surréaliste. Alors ils se trompaient, ce n'étaient pas du tout les surréalistes, Jérôme Bosch, Bruguière et quelque chose, mais brusquement, ils ont vu apparaître quelque chose qu'on avait oublié de voir. On va dire quand Proust parle de Vermeer, dans La recherche du temps perdu, plusieurs fois, à l'époque, Vermeer n'est pas très célèbre. Ça commence à être de nouveau célèbre. Mais il est un de ceux qui disent, tiens, Vermeer, c'est un très grand peintre. On avait oublié de le regarder, il faisait partie des petits peintres hollandais secondaires qu'un bon bourgeois au XIXe siècle pouvait éventuellement jeter s'ils en trouvaient un, et encore que ce n'était pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de tableaux de Vermeer. Pareil en musique, on redécouvre des musiciens et on se dit, tiens, ce truc-là qu'on avait un peu oublié, c'est vraiment plus intéressant. Là, il y a la publicité pour Passe ton bac d'abord. On sait bien qu'au XIXe siècle, on avait un peu oublié, c'est pas tout à fait oublié, mais bon, Bach n'était pas très important parce que du point de vue des romantiques, cette musique avait un intérêt très limité. Et puis maintenant, bon, tout le monde se précipite, et vous allez tous vous précipiter, pour aller voir Passe ton bac d'abord. Très bien, et on aime en général, même quand on n'est pas très mélomane, comme moi, très musicien, vraiment, on aime la musique de Bach, elle nous parle immédiatement. Et hier, quand il y avait la cantate sans filet, la cantate avéronaise numéro 12, effectivement, les gens ne venaient pas uniquement pour manger quelques petites nourritures. Voilà, ils venaient parce qu'ils aimaient Bach et cette cantate en particulier et le début qui était là. Et donc, on redécouvre quelque chose qui fait en quelque sorte notre accord. Ce n'était pas toujours le cas dans les siècles précédents. Alors, il en va un peu de même pour Beroald de Verville. Voilà un auteur qui n'a pas été très reconnu de son temps, qui fait des choses extrêmement bizarres, sur lesquelles on ne sait pas grand-chose en réalité. Et pour redécouvrir Beroald de Verville, il a fallu un peu le XIXe siècle, qui s'intéressait à quelques aspects de Beroald, et en particulier à ses poèmes les plus érotiques, les plus pornographiques, dont celui-ci qui a été édité et sans arrêt édité au XIXe siècle dans des anthologies diverses et variées, parce qu'évidemment le XIXe siècle était extrêmement moral, hein, bien, au grand retour de l'Église catholique, on serre les boulons, etc., du côté des fesses, un peu partout, vous voyez bien à peu près Madame Bovary et tous ces textes-là. En même temps, bien entendu, les bordels de tous les côtés et une fascination pour l'envers du grand siècle, l'envers des époques précédentes. Et donc, il y a un tas de types qui éditent des textes extrêmement audacieux. Ils les éditent parfois, d'ailleurs, ils ont tellement besoin d'avoir des textes audacieux qu'ils les inventent eux-mêmes. Et donc, au XIXe siècle, un peu partout, on voit apparaître ce texte, on va le lire et qu'on va voir un petit peu, qui s'appelle Le Mai de Beroald de Verville, sans jamais de source précise, au point qu'à un certain moment, je commençais à me dire, je rencontrais ce texte, il est possible que ce soit un fake. Voilà, on le cherchait partout, et il y a même simplement un mois, avec mon collègue Didier Foucault à l'Académie, qui est un spécialiste de littérature libertine, on cherchait un petit peu partout, parce qu'on finissait par se dire c'est un fake, voilà, jusqu'au moment où on l'a repéré dans une bibliothèque, mais à la Bibliothèque nationale, il y a un exemplaire, quelqu'un a arraché la page du livre qui s'appelle Des soupirs amoureux, parce qu'évidemment c'était un peu trop, hein, voilà. Et donc c'est bien un texte de Beroald de Verville, et donc première redécouverte, Beroald de Verville, il y a des textes hautes, et ça a intéressé, et en particulier pour ces textes-là, et un livre de Beroald de Verville qui s'appelle Le moyen de parvenir, dans lequel vous avez tout ce que vous voulez, d'ultra rabelaisien, de la fesse, du cul, enfin tout ce que vous voulez, vous l'avez là-dedans. On n'y comprend souvent pas grand-chose, mais c'est chaud, hein, voilà. Donc on l'a réédité, parce que c'était chaud et que ça permettait de dire, regardez les époques anciennes, la France, etc. C'est pas simplement, bon, je sais pas, La Fontaine, Voltaire ou autre, d'accord. C'est aussi cette époque-là et ça plaisait à un certain nombre de lecteurs et par exemple à Apollinaire, à la fin du XIXe siècle, qui a réédité énormément de textes extrêmement hautes des époques antérieures et vous avez facilement d'ailleurs la possibilité de trouver des éditions originales d'Apollinaire chez les bouquinistes parce que personne ne connaît trop ça, mais vous avez tous les textes libertins du XVIIe, du XVIe siècle, du XVIIIe siècle, préfacés par Apollinaire autour de 1900, 1902, 1903, etc. Ils avaient une passion de ce genre de choses. Donc c'est une sorte de première zone qui va intéresser sur Beroald de Verville. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'au XXe siècle, on s'est mis à s'intéresser à des écritures, on va dire, pas du tout classiques, bizarres, étranges, pas correctes dans la langue française habituelle. Bon, je prends un exemple, Louis-Ferdinand Céline. En tout cas, les derniers romans, c'est quand même pas très bien écrit, si je me dis que le français doit être écrit dans la lignée de Balzac, de Flaubert, de gens comme ça, à part que c'est génialement écrit. Mais c'est une écriture qui ne ressemble pas à celle qu'on attend d'une écriture correcte, parfaite, etc. Et d'autre part, on voit bien que Céline n'hésite pas à faire des romans, je laisse de côté Le Voyage au bout de la nuit, qui sont quelque peu incompréhensibles. Et par moments, bon, les textes comme D'un château l'autre, etc., il y a des moments où on est complètement noyé, on ne sait plus très bien de quoi il parle. Et puis, c'est pas d'une moralité extraordinaire. On sait bien que Céline a été un collaborateur, hein, qui se retrouve à Simgaringen, avec des types extrêmement louches, etc. Bon, c'est pas sur le plan moral terrible, hein, voilà, on va dire, alors que, bon, on projette dans l'idée que La Bruyère, Racine, La Fontaine étaient des gens à peu près honorables et qu'on peut faire lire à des enfants.
Mais aussi et surtout, il y a des gens qui se théorisent sur l'idée qu'un artiste doit être quelqu'un qui doit faire des expériences en tout genre, en se fichant éperdument du caractère absolument compréhensible pour le lecteur, le spectateur. En musique, pour le fait que la plupart des auditeurs de musique aiment bien la musique qui serait une harmonie agréable à l'oreille. Voilà. Mais bon, la musique contemporaine n'est pas nécessairement une harmonie agréable à l'oreille. Donc on est perdu, on ne sait pas trop bien où on en est véritablement, ça ne nous plaît pas, on n'y comprend rien, etc. Bon, ça commence avec Debussy ou quelques autres, et ça continue évidemment de manière très forte. Et donc effectivement, l'idée qu'un artiste ne propose pas quelque chose qui se conçoive apparemment bien, qui s'énonce absolument clairement, qui plaise à tout le monde immédiatement, c'est une idée que le XXe siècle va beaucoup développer. Et les exemples nombreux dans les musées d'art contemporain, dans les librairies où on vend de la littérature contemporaine, dans les festivals de musique comme celui dont je m'occupe au Bruissonnante, où l'on voit parfois des artistes, disons, si on veut dire hirsutes, désagréables, pénibles, chiants même, enfin tout ce que vous voulez, voilà, plus ou moins incompréhensibles, font florès, sont éventuellement intéressants. Et ensuite, donc effectivement, Béruel de Réverville, il intéresse une autre catégorie, c'est qu'on s'est intéressé beaucoup au XXe siècle, sous le nom parfois de l'Oulipo, à la littérature qui fonctionne avec des systèmes de règles, avec des jeux sur les lettres. L'Oulipo, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle, c'est-à-dire on va se donner des règles. Par exemple, eh bien, bon, on fait un texte avec pas de E, ou au contraire que des E, ou avec pas de I, ou avec des trucs comme ça. Et je pense à un texte de Pérec qui s'appelle La disparition, qui se donne comme motif principal d'écrire 200 pages à peu près, sans employer un seul E, ce qui est une règle, on va dire, absurde, bien entendu, qui n'est pas une règle ni morale ni immorale, et on se dit, mais il est idiot le type, enfin, pourquoi il fait ça, enfin, voilà. Et ça donne un texte tout à fait intéressant. On peut imaginer de faire des quantités d'autres règles possibles, et donc de cacher à l'intérieur d'un texte ce qu'a fait l'auteur de l'anomalie récemment, des règles mathématiques diverses et variées qui peuvent intéresser ou ne pas intéresser le public. Et donc, il y a une face lisible et une face, on va dire, secrète, qui peut être plus ou moins mathématique. Le personnage s'appelle Hervé Le Tellier. Il a beaucoup de célébrités en ce moment, voilà. Et donc, effectivement, il y a tout un tas d'écrivains, mais aussi de peintres, mais aussi de musiciens. Mais pour la musique, c'est plus ancien, qui expliquent on va faire quelque chose qui a une partie secrète, pas nécessairement ésotérique au sens, bon, les gongs ou je ne sais pas quoi, mais avec quelque chose qu'on va déchiffrer, décrypter, travailler, qui est par-dessous, avec des quantités d'anagrammes, d'effets de lettres bizarres, etc. Alors on trouve les mêmes choses chez les peintres et parfois chez les musiciens. Il se trouve que Béruel de Verville est un champion de tout ça. C'est-à-dire des textes qui sont remplis de règles, d'écriture, de citations cachées, de bizarreries, et qu'effectivement, éventuellement, on ne comprend pas du premier coup d'œil. Je prends ceci, le Béruel de Réverville, le grand chef-d'œuvre de Béruel de Verville s'appelle Le moyen de parvenir. Le titre est une sorte d'antititre parce qu'il a vraiment échoué avec ce livre. Hein. Depuis qu'il l'a fait, enfin, sauf récemment, va-t-on dire, ce texte est considéré comme illisible, impraticable, impossible. Donc il a vraiment échoué d'une manière ou d'une autre. Et on va dire que pour tenter de le lire, il faut vraiment s'accrocher un petit peu. Ce n'est pas évident du tout parce qu'on est complètement perdu. On est un peu perdu comme quand on lit du Rabelais. Vous savez, Rabelais, qui est le grand modèle de Béruel de Verville, on le lit parfois à l'école, on lit toujours les mêmes pages. Hein. L'éducation de Gargantua, bon, il y a 10 pages de Rabelais que tout le monde connaît un petit peu, et on laisse de côté, d'une part, les passages qui sont les plus hautes pour les gamins, mais aussi on laisse de côté l'essentiel de l'œuvre de Rabelais, qui est extrêmement compliqué, difficile, bourré de culture, passionnante, drôlatique, etc. Mais en général, le lecteur qui attaque le quart-livre ne dépasse pas la page 5, parce qu'il est totalement perdu. Effectivement, si je tente de lire Le moyen de parvenir, je suis probablement en difficulté très considérable. En difficulté parce que, voilà, c'est comme avec les textes de Mallarmé, comme les textes de Montaigne parfois, qui sont beaucoup plus difficiles qu'on laisse croire un petit peu, comme surtout avec les textes de Rabelais, c'est un peu difficile, ça va un peu dans tous les sens. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai littéraire, ce n'est pas un poème. On ne sait pas trop ce que c'est que ce machin. Et effectivement, j'imagine qu'à l'Évrion Volange, les gens qui achètent ça ou qu'on leur fait en cadeau, ils reviennent en disant, vous pouvez pas me passer un petit machin là, un peu plus simple, hein, un roman de Giscard par exemple, un truc comme ça que je comprendrais à peu près hein, du premier coup d'œil. Vous voyez, un truc comme ça. Voilà. Le dernier ou l'avant-dernier prix Goncourt, ce que vous voulez. Voilà. Là, ça résiste vraiment.
Et si on fait travailler ce texte au cagneux, on est immédiatement en difficulté. Mais je vous lis quand même 4 ou 5 lignes du moyen de parvenir. Alors, évidemment, je ne vous lis pas les éloges d'épée, les éloges du trou du cul, etc. Enfin, voilà, tout ça, bon, on verra tout à l'heure. Hein, voilà. Je prends simplement un passage, vous voyez, pour vous donner à la fois la prétention, le délire et ce qui vraiment déplaît aux successeurs, c'est-à-dire, au fond, à Boileau et tous ces gens-là, parce qu'il y va. Bon. Il nous dit ceci. Donc, on est à la page 20 ou 30 du livre. Ça fait 20 ou 30 pages qu'on ne comprend pas grand-chose. Si on est normalement constitué, c'est-à-dire plus ou moins cartésien, et qu'on se dit, voilà, ce que Malherbe fait dure éternellement, etc., etc. Bon, voilà. Sur quoi je vous dirai un grand secret. Et puis l'autre, c'est que vous ne trouverez point en ceci, c'était dans ce livre, du truandage, de pédantisme, comme des autres, plein du ravaudage de folles doctrines qui n'apportent point à dîner. Et davantage, je vous dirai, le secret des secrets. Mais je vous prie, afin qu'il soit secret, de vous embéguiner le museau du cadenas de Taciturtiné. Et écoutez, alors si vous voulez, si vous avez un secret à passer à quelqu'un dont vous savez qu'il va le révéler, vous savez, assez régulièrement on dit à quelqu'un tais-toi, je ne le révèle pas, et aussitôt la personne voilà, va le révéler. En tout cas, ne me confiez pas un secret, etc. Voilà, bon, je vais faire ça. Vous lui dites embéguine-toi le museau du cadenas de Taciturtiné. Ça, c'est pas mal, hein, c'est mieux que ferme ta gueule. Voilà. De vous embéguiner le museau du cadenas de Taciturtiné, et écoutez, ce livre est le centre de tous les livres. Donc voilà, tous les livres qui ont existé, qui existeront et qui existent encore sont dans ce livre et c'est le centre, véritablement. Le type est un peu prétentieux, on va dire, et on voit bien que la modestie que prône Molière, La Fontaine, etc., et bien d'autres, on n'est pas dedans. Je suis le meilleur, je suis the best, c'est moi, c'est moi. S'il avait eu Facebook, on aurait vu à peu près ce qu'il aurait mis dessus. Donc c'est quelque part, en effet, insupportable de dire ça. Ce livre est le centre de tous les livres. Hein. C'est pas tout à fait faux, quelque part, hein, quand on commence à se plonger dedans. Ce livre est un livre, en effet, extraordinaire, vraiment génial. Mais on est un peu hérissé au début par le narcissisme absolu, les secrets qui sont derrière, les phrases bizarres, le fait que ça commence, ça repart ailleurs, des blagues de cul innommables qui sont dedans. Voilà, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et donc effectivement, ça n'a pas eu un grand succès. Mais évidemment, les critiques de l'époque l'ont tous condamné avec la même énergie que la critique continue à condamner le passage de Valéry Giscard d'Estaing, que je tente de défendre, toujours en vain d'ailleurs, en demandant à Christian Torel, mais comment ça se fait que tu n'en es pas et que c'est pas dans le Pléiade. Il y avait à l'époque des débats littéraires, une critique, etc. Donc, on se souvient de Boileau, mais il y en a bien d'autres. Et un accord à peu près unanime était ce type était un raté. Et on avait de bonnes raisons pour cela. Parce qu'en effet, Béroald de Verville est typiquement un drôle de type. Alors, il naît effectivement en 1556, un 27 avril, signe du zodiaque Taureau. Bon, c'est pas mal, hein, voilà, ça veut dire de l'énergie, etc. Il naît au milieu du XVIe siècle. Ça veut dire qu'on a à peu près 20 ans, vous voyez, en 1576. C'est pas terrible, hein. C'est parce qu'en 1576, c'est les guerres de religion, dans ce qu'elles sont de bien cruelles. Hein. La France de 1576, ces années-là, c'est la Syrie aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire tout le monde s'étripe, on ne sait plus très bien pourquoi. Il y a des bandes, des gens, des interventions extérieures, enfin tout ce que vous voulez. C'est le monde que décrit Montaigne dans les Essais. Et donc il se réfugie un peu dans son château, dans sa tour, parce qu'autour, tout le monde s'étripe plus ou moins, tout le monde se trahit les uns les autres. Effectivement, il naît dans un monde extrêmement mouvant, extrêmement incertain, où certes, on a découvert l'Amérique 110 ans plus tôt, ou 80 années plus tôt, où on a inventé l'imprimerie, il y a eu du progrès, il y a une espèce d'optimisme de la Renaissance, incarné peut-être par une partie de l'œuvre de gens comme Léonard de Vinci, ou de la Pléiade et autres. Mais là, et quand lui arrive vraiment à la conscience morale et politique et tout ce que vous voulez, on ne sait pas trop où on en est, parce que c'est des guerres partout, des guerres de religion, des guerres intriquées. Les grandes découvertes se transforment parfois en catastrophes, on va dire humanitaires si on veut, parce que Montaigne et quelques autres ont bien conscience du scandale de ce qu'on fait en Amérique ou dans les Amériques. On voit arriver des maladies qui viennent d'Amérique, la pomme de terre si on veut, mais la syphilis, hein, voilà, c'est pas terrible non plus la syphilis, enfin, et bien d'autres choses qui arrivent de tous les côtés. L'imprimerie qui a permis, comme aujourd'hui Internet, de faire diffuser des idées nouvelles, ça fait comme aujourd'hui avec Internet et autres, diffuser les Facebook, les sectes religieuses les plus épouvantables, les débiles les plus nombreux, etc., qui, comme à l'époque, comme aujourd'hui, font des groupes, des sectes, des trucs, des machins, voilà, tout ce que vous voulez, existe aussi à l'époque, et c'est terrible, et c'est le grand bordel, on va dire, généralisé. Voilà. Alors, Béroald de Verville va être dans ce grand truc,
où on ne sait pas très bien où on en est, où il y a des solutions nostalgiques, de se dire autrefois c'était bien, ou de penser peut-être plus tard ça sera bien, mais en ce moment c'est dur. Et donc un type comme Montaigne se retire un peu dans sa tour, voilà, médite, essaie de faire ce qu'il peut, de combattre la peste, d'être pacifiste, mais tout le monde se bat autour de chez lui, hein, c'est pas très facile, hein. Et même son meilleur ami meurt, enfin un peu rapidement, vous savez, la Boétie. Et donc il essaie d'écrire une langue particulière en utilisant les auteurs de l'Antiquité, mais il voit que ça marche pas. Ça s'appelle les essais, œuvre géniale, plus ou moins compréhensible par moments, audacieuse, enfin voilà, qui se travaille sans arrêt. Et donc à cette époque-là, il y a un tas de peintres, d'écrivains, parce que ce que je dis est vrai pour la France, mais n'est pas vrai que pour la France, hein, véritablement. Voilà, des choses analogues et bien pires se passent dans ce qui est maintenant pour nous l'Allemagne, dans ce qui est pour nous l'Italie, qui sont des pays qui n'existent pas à l'époque, bien sûr. Des tas de gens font des essais dans tous les sens. Vous avez dû voir des tableaux d'Arcemboldo, par exemple, assez bizarres, avec des légumes, des fruits, on fait des représentations. Voilà. Il y a des gens qui font des choses assez bizarres un peu partout à ce moment-là, en musique, en littérature, en peinture et autres. Et par exemple, récemment, dans un colloque où j'étais, j'avais parlé un peu ici une fois, parler de personnage qui est une sorte de guerrier qui fait des poèmes en langue inconnue, qui s'appelle Papillon de las Frises, qui est un drôle de type. Alors que, comme beaucoup de types à l'époque, ils sont guerriers, ils sont parfois catholiques, ils sont parfois protestants, ils violent les femmes de temps en temps. Et parfois ils sont homo aussi, ça change, hein, voilà, on change de ça. Enfin, bon, c'est terrible, enfin, on fait un peu de tout. Voilà. Et Béroald de Verville va être typique de ça. Bon, il naît à Paris, d'accord. Il naît dans un milieu qui se sont convertis au protestantisme. Bon, c'est une idée, pourquoi pas. Mais il ne va pas rester protestant toute sa vie parce qu'il va changer d'avis plusieurs fois et il va être aussi libertin, on va dire, hein, voilà, baiseur systématique, etc. Donc, il n'est pas très clean sur le plan religieux parce que si on dit je suis protestant, ça va, protestant. Si je suis catholique, très bien, d'accord. Si je suis libertin, mais non, lui, il va passer d'un truc à l'autre. Hein. C'est pas très bon pour la réputation, on va dire. Hein, voilà, on va dire qu'il change de parti, de camp. On ne sait pas très bien ce qu'il pense en réalité, voilà la chose. Il va venir en partie à Paris et vous savez qu'à l'époque, si on est protestant, si on veut avoir un peu la paix, mais c'est pas si évident que ça, le mieux c'est d'aller du côté de Genève, puisqu'il y a vraiment des protestants là-bas, véritablement. Mais les protestants de Genève ne sont pas nécessairement très sympathiques. Ils serrent les boulons, hein, de tous les côtés, voilà. Et donc il va faire un peu comme Voltaire, il va être entre la France et voilà, et d'ailleurs il finira par mourir à Tours. Alors il fait des textes. Et ces textes sont très étranges, très vite. Le premier de ces textes dont est extrait ça s'appelle Les Soupirs amoureux. Alors les Soupirs amoureux, c'est un livre de poésie. On peut s'attendre à trouver des soupirs amoureux en 1584. Et dedans, donc, on a des poèmes qui sont très souvent des sonnets, qui n'ont pas été réédités, de manière extrêmement savante. Et si vous voulez le trouver, vous allez sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France, et vous trouvez des soupirs amoureux. Et vous avez le magnifique, absolument magnifique poème d'amour, qui ne sont pas des poèmes particulièrement hauts ou ce que vous voulez. C'est des poèmes d'amour très compliqués, on va dire un peu maniéristes. Ce qui remonte derrière, c'est Pétrarque et Ronsard, puis les auteurs de l'époque comme Desportes. Mais il a sa matière à lui à faire des poèmes d'amour. Mais quand on arrive à la fin du bouquin, vers la fin, on tombe sur un poème assez long qui s'appelle le passe-maille. Le maille, c'est un jeu avec une boule. D'accord, on balance la boule dans le trou. Alors on se dit, qu'est-ce que ça fiche là? Parce que là, on vient nous expliquer que je suis malheureux, il y a une belle qui, etc., ne m'aime pas vraiment. Bon, voilà, on est dans la poésie. Et sinon, le passe-maille, c'est je te mets très bien la boule dans le truc. Hein, voilà. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Enfin, bon, là, on n'est plus du tout dans les soupirs amoureux. On est dans un truc, bon, voilà, un peu bizarre. Le poème qui suit s'appelle L'Alchimiste. Alors là, bon, on apprend sur les biographies, on ne sait pas grand-chose sur Béroald de Verville, qui s'intéressait beaucoup à l'alchimie. Il n'est pas le seul. Hein. À l'époque, on fait de l'alchimie. Vous avez ça un peu partout dans les tableaux. Et alors l'alchimie, on se dit, c'est en cours d'alchimie, on parle d'alchimie, mais ça finit comme ça. C'est un poème de, je ne sais pas, 300, 400 vers, un truc comme ça. Donc c'est une sorte de poème un peu scientifique, si on veut, sur l'alchimie, qui à l'époque est considérée comme une sorte de science, véritablement. Mais ça finit comme ça. C'est assez, voilà tout, hormis de l'expérience. Mais si par ces raisons, on ne sait de la science, et que l'on veuille en savoir jusqu'au bout, lui plaise que traiter ensemble la matière, avec un seul vaisseau nous ferons le chef-d'œuvre, et pour l'instrument, nous trouverons raison. Ah, alors là, on ne comprend pas grand-chose, mais on comprend qu'on passe de l'alchimie à une utilisation alchimique assez bizarre du corps pour faire, on ne sait pas trop quoi, enfin voilà, bon, une union plus mystique et vaguement charnelle. Voilà. Il est question de science, il est question de matière, quel est le rapport avec les soupirs amoureux. Et puis le poème qui suit, c'est le mai, celui-là. Alors le mai, je le lis, hein, juste, voilà, et puis on reviendra un petit peu après en arrière. Le mai ne rentre pas dans la série des soupirs amoureux, parce que les autres sont très bien. Donc, le passe-maille, oui, le mai dedans, mai, maille, etc. L'alchimiste, et puis soudain le mai, puis après encore 2 ou 3 poèmes amoureux. Le mai. Maintenant que l'amour renaît heureusement, et qu'à ce beau printemps, il commande qu'on plante d'un mai long et dressé la désirable plante,
il faut suivre l'arrêt de son commandement. J'ai un mets long et gros et fort également, poussant de vers le haut une verdure plaisante, qui frisonne sa cime en tout temps verdoyante, et qui se peut planter assez facilement. Madame, permettez que l'on m'ouvre la porte, et je le planterai sur la petite motte qui de votre maison remarque le milieu. Je le mettrai tout droit dessous votre croisée, où un petit frison, la terre relevée, fait l'endroit plus plaisant qui soit en tout le lieu. Bon, alors on a tous compris en général, voilà, c'est pas une poésie très ésotérique, on voit à peu près de quoi il parle, et c'est dans un français qu'on le comprend très bien, c'est un français qui n'a pas terriblement vieilli, même si 2 ou 3 mots sont des mots, disons, un peu anciens véritablement, et donc on est dans quelque chose qu'on comprend beaucoup plus facilement qu'un texte contemporain écrit par Montaigne. Parce que même si on est étudiant en lettres, Montaigne, immédiatement, c'est très difficile. Il faut le dictionnaire, c'est compliqué, il y a des allusions et d'autres poètes du temps. Là, on comprend à peu près, on est vers une langue qui pointe vers la modernité. Et donc, il publie ses Soupirs amoureux dans lequel il y a ce mais. Alors on se dit, voilà, Béroald de Verville, c'est un type qui, très bien, il fait des poèmes amoureux, de temps en temps il met un poème un peu haut à l'intérieur, bon voilà, c'est connu, hein, il y a beaucoup de gens qui font ça à l'époque. Les poèmes très chauds, hein, il y en a des quantités et des quantités. Dans ces années 1580, 1620, 25, etc., on en a parlé un petit peu, il y a une époque où, à cause du désordre un peu du pouvoir royal, à cause de la présence de Henri IV aussi, qui était très libéral à bien des égards, à cause du fait qu'après la mort de Henri IV, il y a une zone un peu incertaine, etc., il y a des possibilités de publication de textes, on va dire libres, très libres, qui s'arrêtent à un certain moment, au moment de l'affaire Théophile de Viau, autour de 1620. Et donc ce type de texte, il y en a beaucoup, et on voit bien dans quel paysage il se situe, épicurien, libertin, on peut mettre un peu les étiquettes qu'on veut. Mais Béroald de Verville ne se contente pas de faire ce genre de choses. Par exemple, il fait un grand texte, un peu énigmatique, intéressant, qui est un poème très long, en vers, sur l'art d'élever des vers à soie. Donc là, on est dans quelque chose, une industrie très importante à la Renaissance, le ver à soie, Lyon, etc. Et donc, il fait un vaste texte qui est un peu étrange, qui est de la poésie scientifique. Et donc là, on pointe d'un côté vers l'origine, vers Lucrèce et des gens comme ça, mais toute une tradition très longue de poésie scientifique au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, etc. Et en même temps, c'est une poésie qui réfléchit non pas simplement sur le ver à soie, mais sur le vers. Parce que quand je fais des vers, je fais des vers. Enfin, je fais des vers, voilà, j'utilise comme le ver à soie, voilà. Et donc, on a quelque chose de très étrange, d'un peu monstrueux, par moments d'un peu incompréhensible. Et puis, à la fin de sa vie, il écrit effectivement, à la fin de sa vie, ce moyen de parvenir. Et il y a d'autres textes, nombreux, qui sont des textes bizarres, avec des anagrammes, des choses comme cela, des poèmes. Je ne vais pas faire une étude complète de Béroald de Verville, tout un ensemble de textes qui sont pour la plupart pas édités ou édités de manière extrêmement savante, ce qui fait qu'on a une idée très difficile de ce que c'est que l'œuvre de Béroald de Verville, parce que même si l'université y travaille maintenant, il n'y a pas évidemment un pléiade de Béroald de Verville, il n'y a pas d'accès facile, à part dans ce texte, dans une collection donc, qui est folio classique. Et donc on va dire que pour lire une bonne partie de l'œuvre de Béroald de Verville, et chaque fois on est étonné, parce qu'on trouve des textes à base d'anagrammes, on trouve des textes avec des secrets, on trouve des textes sur l'alchimie, etc. On est très étonné parce que les livres qui se succèdent, il y a un roman, il y a les îles Fortunées, etc. Il y a une sorte de psyché, enfin il y a toute une série de choses. Chaque fois on est très étonné. Ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'annonce le titre. Bon, typiquement, le moyen de parvenir, le titre est à la fois excellent et très mauvais, puisque c'est justement une sorte de roman presque de l'échec. Si on peut dire roman, parce que le mot roman ne va pas bien. Hein, voilà. Les poèmes, ça ne va pas bien de me dire poème. Les tentatives de théâtre, ça ne va pas bien. Rien ne va très bien. Aucun des genres littéraires, ça marche bien. On ne sait pas très bien où le situer. Donc, on est devant une œuvre un peu monstrueuse qui a disparu hein, pour toutes ces raisons-là. Vous écoutez Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 6 mai 2024 autour d'un classique au détail consacré au poème Le Mai de Béroald de Verville. Je vais juste porter l'accent aujourd'hui sur un texte qui est un sonnet, qui est le sonnet qui s'appelle donc Le Mai. Et donc est un sonnet du début de l'œuvre de Béroald de Verville, même si dans les Soupirs amoureux, ça se trouve à la fin, véritablement.
Alors, cette histoire du mai, je l'ai choisie parce qu'on est au mois de mai, bien sûr, et parce qu'on est aussi au moment des Jeux floraux. Vous savez, ils ont célébré leur machin, là, leur cérémonie, voilà, pour rappeler, disons, que la poésie n'est pas tout entière celle de Jeux floraux, et qu'avec le mois de mai, des gens font bien autre chose que d'aller à la messe, ce qu'ils font régulièrement. Naturellement, Béroald de Verville n'a eu aucun prix des Jeux floraux, ni d'ailleurs, disons, on va dire 99,9999% des grands poètes français, divers et variés, en dépit de quelques petites racontards qu'ils mettent sur leur site internet. C'est le club des nuls, voilà, et depuis toujours. Et la Renaissance en particulier, évidemment. Alors, le mai, donc, c'est une autre idée du mois de mai que le mai comme mois de Marie. On a tout à fait le droit, effectivement, de penser que le mois de mai, c'est le mois de Marie, et en effet, bon, à certains égards. Le mois de mai, depuis l'Antiquité, c'est le mois de la naissance des forces, on va dire, de Vénus. C'est à ce moment-là que quelque chose comme une femme qui était enfermée par Hadès dans les profondeurs sort, effectivement. C'est le début du Dedatura Rerum de Lucrèce, et donc, effectivement, ça sort, vraiment, ça jaillit de tous les côtés. Et une des pratiques du mois de mai consistait depuis bien longtemps, et consiste encore, ça existe encore, à planter effectivement un arbre de mai. Alors cet arbre de mai, on ne le plante pas nécessairement le 1er mai, pas nécessairement le 2 mai, le 3 mai, ça peut se planter le 20 mai ou le 15 mai, mais à travers l'Europe entière et le monde méditerranéen, on plante et on plantait depuis longtemps des arbres de mai. Sur un tableau célèbre de Bruegel le Jeune, on voit effectivement une fête paysanne dans laquelle on plante collectivement, c'est une entreprise collective, on va dire paysanne, c'est pas très noble, un arbre de mai sur lequel on monte, on récite des chansons plus ou moins paillardes tout autour, on flanque des jambons dessus, etc. Et on fait des blagues, on va dire, quelque peu douteuses. Voilà. Donc, l'arbre de mai, c'est quelque chose que Bruegel, le jeune en l'occurrence, mais enfin Bruegel, le père, aurait pu faire ça aussi, s'intègre dans une sorte de culture populaire, pour employer une expression un peu de gens comme Bakhtin, de la Renaissance, de laquelle se trouvent aussi des gens comme Rabelais ou bien d'autres. Et donc, on est dans quelque chose qui est l'envers d'une culture de cour, on est dans une culture populaire généralisée, mais qui était une culture qui préoccupait depuis le moment de la Réforme l'Église catholique en particulier. Parce qu'en effet, quelque part, au Moyen-Âge, l'Église catholique était un petit peu, alors si je dis paillarde, c'est un mot un peu excessif, mais enfin, l'Église catholique tolérait beaucoup le maintien de toute une série de cultes païens assez curieux, sur les menhirs, etc. On venait frotter son ventre quand on était une femme sur les menhirs, le curé bénissait un peu ça, c'était pas trop grave, mais les protestants, donc Luther, Calvin et quelques autres, disent tout ça, l'Église catholique, que vous ayez des papes un petit peu sodomie, tout ce que vous voulez, c'est quand même déjà beaucoup, mais que vous ayez en plus l'habitude de collaborer avec les fêtes de type carnavalesque, enfin tout ça, qui sont un peu douteuses, tout ça, c'est pas terrible du tout. Et l'Église catholique va en tenir compte de plusieurs aspects. On va essayer de réformer le clergé, de former le clergé pour être vraiment savant, pour être vraiment moral, etc. Ça va s'appeler une série de réformes qu'on appelle les réformes tridentines, à la suite d'un truc qui s'appelle le Concile de Trente en Italie, qui dure plusieurs années. Et l'Église catholique se réforme profondément pour être moins immorale, pour être moins accompagnatrice des carnavals, etc., comme être un peu plus sérieuse, et puis aussi pour répondre aux protestants en disant, les protestants, vous avez tort, parce que votre truc un peu de serfesse et de cérémonie sans décorum, c'est pas bien, nous on y va vers le décorum, on y va, c'est la grande peinture italienne de la fin de la Renaissance. Mais on y va de manière non païenne, si possible, ou pas trop païenne. Et en 1579, un concile va se tenir à Milan, une série de conciles, mais en 1579 à Milan, en particulier, dans lequel les cardinaux qui sont réunis là vont prendre une décision fondamentale pour l'histoire des arbres de mai. Les arbres de mai sont décrétés interdits dans toute la catholicité. Voilà. Donc on interdit les arbres de mai parce qu'il se passe trop de trucs qui ne sont pas très clean autour des plantations d'arbres de mai. Alors dans la page Wikipédia qui est amusante sur l'arbre de mai, le type qui l'a fait, je pense que c'est un homme, il explique que Freud a tort de voir que les arbres de mai sont des trucs un peu phalliques et compagnie, mais il ne comprend pas très bien que l'Église catholique, déjà en 1579, était parfaitement de cet avis que de Freud. Les cardinaux n'avaient pas besoin de lire Freud pour savoir de quoi il s'agissait. Et surtout, il ne sait pas, ce brave homme, qui pourtant fait une page assez documentée, qu'en 1584, un type qui s'appelle Béroald de Verville fait le texte qu'on lit là. Alors, il faut bien le situer dans l'époque. C'est-à-dire, effectivement, en 1584, ça fait 5 ans que le Concile de Milan a décidé que les arbres de mai, c'est interdit. Voilà, c'est interdit parce que, voilà. Et donc, pour un jeune poète assez olé qui est Béroald de Verville, quand il a publié ça en 1584, il a dû l'écrire en 1582-83 à peu près, c'était pas mal
C'était provoque, vous voyez, un petit peu. Hein. Bon, il y a toujours eu des auteurs provocants. Hein. Voilà, au XXe siècle, il y en a plein. Au XXIe siècle, il y en a encore, etc. De faire un truc pour emmerder l'Église. Enfin, voilà, hein, pour emmerder les vieux. Enfin, vous voyez, tout le truc comme ça. Et donc, on va écrire à l'intérieur d'un bouquin de poésie qui, par ailleurs, est à peu près moral. Hein. Les Soupirs amoureux, vraiment, vous pouvez le lire. C'est un beau recueil de poésie. C'est un très beau recueil des années 1580 de poésie, dans lequel on flanque un machin sur l'alchimie. Ça, bon, d'accord. On flanque un machin sur le passe-maille, ça, oui, le jeu, d'accord. Et puis on finit en disant, je te mets très bien la balle, voilà, etc. Non. Et puis on continue avec le mais. Alors c'est la totale. L'alchimie plus le mais plus le passe-maille, c'est bon, une déclaration de guerre. Alors le mot libertin ne va pas très bien parce que c'est pas le camp naturiste d'Agde et c'est pas non plus des libertins plus tard, de 40 ans plus tard. Un truc qui est rabelaisien, qui dit, bon les gars, vive la vie, voilà, on n'est pas catho du concile de Milan, etc., etc. Enfin oui, enfin tout ce truc-là, voilà. Et c'est aussi l'œuvre d'un jeune type qui publie ça, mais bon, c'est pas diffusé à 500 000 exemplaires. C'est entre nous, hein, c'est dans un milieu particulier. Donc, c'est un texte provoque qu'il faut situer dans une histoire, et c'est pas simplement une blague. C'est une blague, bien entendu, hein, très clairement. C'est un beau poème, mais c'est aussi une blague. Mais c'est dans un moment politique de débat autour de la contre-réforme. C'est-à-dire, donc, la contre-réforme, c'est une réponse aux protestants en disant, ouais, les protestants, vous avez un peu raison, ça va pas. Mais attention, vous avez tort. Nous, on croit à l'hostie, à la présence réelle. Nous, on croit à l'importance de l'encens, on croit à l'importance de la peinture, etc. Les protestants, vous avez tort. Mais quand même, d'accord. En effet, les arbres de mai, enfin ce genre de truc, c'est pas très chrétien. Hein. Voilà, c'est pas très chrétien. Ça vient de l'Antiquité païenne, de tout ce qu'on veut, la préhistoire, n'importe quoi. Et tout ça, on doit y mettre un peu d'ordre. Et on sait que les curés, jusqu'au XIXe siècle, vont sévir en Bretagne ou ailleurs contre les menhirs, contre les cérémonies plus ou moins phalliques, etc. En Normandie encore, il y a des curés au XIXe siècle qui sévissent contre les arbres de mai. Parce que les paysans, c'est comme ça, ils ont toujours envie de planter des arbres de mai et de danser autour et de faire la fête avec des saucisses, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, on est dans ce contexte qui est un contexte un petit peu général, hein, de carnavalesque, mais aussi qui a un sens particulier à la fin du XVIe siècle pour un jeune homme qui avait du tempérament, qui était libre dans sa tête, évidemment, qui était audacieux, qui était un peu culotté, qui allait faire un peu n'importe quoi du point de vue littéraire, et qui se dit j'y vais et je mets ça à l'intérieur d'un recueil qui pourrait, vu de loin, ressembler à un recueil pétrarchiste ou ronsardisant, et qui finit tout à fait autrement. Hein, voilà. Mais quelque part, c'est un peu incompréhensible du point de vue des catégories d'histoire littéraire, parce que si je suis un professeur de collège, de lycée, je vais dire, bon, lisez Béroald de Verville, bon, voilà, c'est un poète qui fait ceci ou cela, un peu comme Ronsard, Pétrarque, quelques autres, mais ne lisez pas la fin. Et vous voyez, dans certaines bibliothèques, on a arraché la page qui concerne le mais. Mais inversement, à la fin du XIXe siècle, les auteurs, un certain nombre, par exemple Frédéric Lachèvre, ils citent le mais, il n'y a que ça qui les intéresse, le reste ils s'en fichent. Ils prennent ça sans dire d'où ça vient, au point qu'on se dit mais d'où ça vient? Est-ce que c'est pas vous qui l'avez fabriqué, monsieur Lachèvre? Mais non, non, il a vraiment lu Béroald de Verville. Donc on peut avoir les deux attitudes. Hein. Ou cacher ce mais que je ne saurais voir, ou je ne veux voir que le mais. Hein. Voilà un petit peu la question. Voilà donc ce sonnet du mais. Alors, le sonnet, c'est une forme qui date de la Renaissance italienne, de Pétrarque et même avant. Donc, c'est une forme qu'on appelle fixe, régulière. Et là, on a typiquement un sonnet, c'est-à-dire on a un groupe de 8 vers, hein, qu'on va dire appeler 2 strophes, suivi d'un groupe de 6 vers qu'on sépare en 2 tercets dans les graphies modernes, avec un système de versification. Bon, il y a plusieurs possibilités, mais là, il y en a une qui est choisie, un système avec A, B, B, A, puis de nouveau A, B, B, A, puis ensuite des rimes plates, C, C, porte, motte, et puis ensuite milieu, croisé, relevé, lieu, donc des rimes croisées. Donc il y a les 3 systèmes habituels, disons, de la versification française, embrassé, plate, croisée. Hein, voilà, on peut raconter d'ailleurs une histoire avec ça. Si on observe sans le lire immédiatement, on s'aperçoit que du point de vue de la versification, ce n'est pas terrible. Parce que, par exemple, heureusement, on rime avec commandement, mais aussi avec également et facilement. C'est pas génial comme rime, c'est trop facile, hein, c'est vraiment facile de faire rimer des adverbes entre eux. N'importe qui peut faire ça assez facilement. Plante et plante, c'est pas terrible non plus parce que c'est le même mot. Le verbe planter d'un côté et le mot plante. Donc on peut dire pour faire cuistre que c'est un polyptote, mais enfin c'est facile, hein, voilà, de faire ça. Donc il ne s'est pas trop cassé la tête. Plaisante, verdoyante, c'est aussi assez facile, on va dire. Quant à milieu et lieu, ah ouais, c'est super facile, hein, parce que bon, c'est le même mot qui revient. Quant à motte et porte, alors monsieur Béroald de Verville, vous n'êtes pas cassé la tête, hein, parce que porte, ça rime bon, à moitié avec
motte, hein, horte, gorte, enfin, ou motte, botte, enfin voilà. Mais c'est pas une rime riche, c'est bon, ça se ressemble un peu, mais c'est pas terrible, hein, voilà. Et donc, il s'en fiche complètement de ce que je suis en train d'observer. Beroald de Verville se fiche éperdument des remarques d'Yves Le Pestis-Pont. Il n'en a rien à faire, absolument. Je n'ai rien à faire de cette tradition de la poésie que va codifier, etc., Boileau et bien d'autres, etc., qui fait qu'on ne fait pas rimer des adverbes entre eux, qu'on fait des rimes qui sont un peu bien, voilà, qu'on se casse un peu le troubignon et que ça va donner Baudelaire et tout ça, qui sont d'extraordinaires versificateurs. Lui, il n'en a rien à faire, hein, voilà. Ce qui l'intéresse, c'est de faire son machin, qui est un sonnet, et de faire un sonnet qui se comprend directement. Il ne faut pas le lire à partir de la poésie de Baudelaire ou de Victor Hugo, ou de Francis Gemme, ou d'autres, d'accord, qui sont quelque part de bien meilleurs versificateurs, ça peut être de mauvais poètes, hein, parfois, Francis Gemme parfois en particulier, mais pas Baudelaire, évidemment, de bien meilleurs versificateurs que lui. Il ne cherche pas à faire du beau, au sens où, assez habituellement, on dit, bon, le poète cherche à faire des choses un peu belles, voilà. Par exemple, il met des adverbes, et on nous a appris à l'école, parfois primaire, que ces adverbes en moment, c'est pas terrible en langue française. On peut trouver mieux que heureusement, également, facilement. C'est pas terrible, hein, voilà. Commencer en plus un truc par maintenant, qui est un adverbe, et finir le premier vers par heureusement, c'est pas terrible, hein, poétiquement. Mallarmé aurait souffert, un petit Baudelaire, n'en parlons pas, et bien d'autres. Donc on n'est pas dans une poésie qui se met dans la recherche du beau, de l'élégant, enfin de tout ça. On n'est pas dans les sanglots longs des violons de l'automne. On va dire que du point de vue de la métrique, c'est bien supérieur. Donc c'est une difficulté qu'on a, c'est de ne pas projeter sur des époques antérieures les soucis qu'on a maintenant. Par exemple, effectivement, pendant longtemps, on a considéré que Bruegel et Bosch ne savaient pas dessiner. Parce que quand on regarde un tableau de Lacroix et qu'on regarde un tableau de Bruegel, bah ouais, Bruegel, bon, c'est pas terrible, hein, voilà, à côté d'un tableau de Lacroix, du point de vue de la technique de dessin. Mais il n'est pas sûr que toute la peinture se soit de dessiner aussi admirablement que Ingres et Delacroix. C'est pas du tout évident. On n'est pas du tout obligé de penser qu'il faut dessiner comme Ingres pour être un peintre intéressant, etc. Hein, il est possible aussi que les Beatles se soient moins élaborés que, encore que c'est discutable, que Monteverdi. Très bien, tout le monde n'est pas obligé de faire la musique de Monteverdi à travers toutes les époques, véritablement. Donc, effectivement, il ne faut pas projeter sur les époques antérieures, disons, des soucis, par exemple, de versification. On a cependant bien un sonnet, c'est-à-dire une structure avec ce qu'on appelle des quatrains et ce qu'on appelle des tercets, et une rupture un peu entre les deux. Et la rupture, elle est marquée par la présence de Madame. Madame, permettez que l'on m'ouvre la porte. Voilà. Alors, ça commence de manière assez typique de Beroald de Verville. Maintenant que l'amour renaît heureusement. Alors on se dit, c'est pas terrible parce que ça commence par maintenant et ça finit par heureusement. Oui, mais c'est amusant aussi parce que ça commence par mai. Maintenant, le mois de mai, maintenant, voilà, et maintenant, tac. Donc, premier mot, c'est le mot du titre. Ça bégaye en quelque manière. Maintenant, mais maintenant, voilà, on le remet du feu. Alors, ça, c'est le genre de choses qu'aiment bien les auteurs de l'Oulipo. C'est-à-dire, on fait réapparaître le même mot dans le truc. Voilà. C'est pas joli, c'est pas romantique. On va dire, c'est astucieux, c'est un truc. Voilà. Et le type qui le voit se dit, ah ouais, il y a pensé, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez. Et non, on n'est pas du tout dans la poésie de l'émotion. C'est juste, t'as vu, tac, tac, j'ai mis ça. Vous voyez, un peu comme dans les mots croisés, vous voyez, un truc comme ça. C'est une astuce. Et donc, bien sûr, maintenant. Alors, maintenant, c'est à la fois pas un mot très joli poétiquement. Eh bien, danser maintenant. Vous savez, comme dit la fourmi très vulgairement à la cigale à la fin de la première phrase. Et maintenant, c'est le mot de l'antipoésie par excellence. Oui, mais ça peut aussi se renverser, parce que c'est le présent, c'est le maintenant. Vivons maintenant, là, maintenant, dans ce qui est là, vraiment, le bel aujourd'hui, pour parler un peu comme Mallarmé. Donc maintenant que l'amour renaît heureusement, et on voit qu'il y a quelque chose qui se reprend, voilà, maintenant que l'amour. Alors, l'amour, évidemment, catégorie de la poésie. L'amour avec un grand A, Cupidon, etc. Très bien. Et puis, on sait depuis longtemps que le mois de mai, c'est le mois de Marie, mais c'est aussi le mois d'Eros. Hein, voilà. Mais on ne sait pas très bien. L'amour renaît heureusement, donc enfin il renaît, et ça renaît pour notre bonheur. Et donc, après la disparition de l'hiver, voilà quelque chose qui renaît. Et donc, on a un thème très ancien de la mythologie, de la poésie, etc. est un thème qui peut être, comme on veut, religieux, hein, très bien, agricole, très bien, c'est le moment de faire les moissons, érotique, hein, bien entendu, enfin, les trois en même temps. Et le premier vers ne dit aucun des choix qui est là. Maintenant que l'amour renaît heureusement, il est temps de semer les carottes et les fraises. Enfin voilà, un truc comme ça. Voilà. On pourrait continuer comme ça. Maintenant que l'amour renaît heureusement, il est temps d'aller à Lourdes prier la Vierge. Voilà, vous voyez, faites ce que vous voulez. Voilà. Ça marche directement. On a une espèce d'effet d'attente. Et qu'à ce beau printemps, il commande qu'on plante. Alors là, on va dire qu'on est sur l'antipoésie. Ce beau printemps, il commande
commander n'est pas un verbe joli de poésie. On est du côté de l'armée, hein, voilà, de trucs comme ça, l'église, à la rigueur, si vous voulez. Et qu'on plante. Ah oui. On sait qu'à la Renaissance, on aime bien jouer sur le mot con. Alors, pas parce que les de Toulouse, mais parce que le mot con, c'est pas mal. Hein, voilà. Ça continue au XVIIe siècle. Hein. Considère, mon amour, etc. C'est le début de la lettre portugaise. Hein. À la suite, on met un maximum de con dedans. D'accord, qu'on plante. Planter, planter, c'est l'agriculture, etc. Mais bon, c'est pas impossible que le mot ait d'autres sens. Mais on ne sait pas encore lesquels, puisqu'on est au vers 2. Voyez ? Et donc, quelque chose est en train de se préparer qui va être un jeu, on va dire, métaphorique. La métaphore, ça veut dire porter quelque chose à côté. Vous voyez, phorein, en grec, ça veut dire porter, méta, à côté. La métaphysique, c'est faire ce qui est à côté de la physique. Donc, je fais une métaphore, je porte la chose à côté. Si je dis qu'une femme est une rose, je fais une métaphore. C'est-à-dire, je sais bien, bon, enfin, je ne sais pas vraiment, je vois à peu près ce que c'est qu'une femme, je vois à peu près ce que c'est qu'une rose, et je vais porter les catégories de la rose sur la femme, les catégories de la femme sur la rose. Il est clair que je sais bien qu'une femme n'est pas une rose, mais qu'une rose n'est pas une femme, mais je vais pouvoir dire, vous êtes une rose, un truc comme ça. Ou je vais pouvoir dire, l'amour, c'est du feu. Donc, on est dans une métaphore entre deux éléments que normalement on pourrait comparer. Une femme est comme une rose, l'amour est comme du feu, et je vais les identifier. Donc la métaphore, c'est le déplacement qu'on fait régulièrement. Hein, je rappelle toujours que quand j'étais allé en Crète une fois, je voyais le débarquement, enfin vous savez, il y a une île qui s'appelle Cythère, et donc il y avait, c'était en Grèce, excusez-moi, il y avait un camion de déménagement qui partait pour Cythère, et il y avait écrit dessus « Métaphoroi Kythéron », les déménageurs de Cythère. Et donc c'est du grec moderne, ils ont gardé ce sens. C'est-à-dire en grec moderne, métaphoroi, ça veut dire, métaphora, ça veut dire déménageur. Hein. C'est-à-dire une métaphore, c'est un déménagement. Et donc je porte quelque chose à côté, et c'était beau parce que ça rappelait l'embarquement pour Cythère de Watteau, mais à part que c'était des déménageurs qui transportaient des meubles et des machines à laver, voilà, mais bon, c'est pareil, hein, c'est métaphorique. Et donc on est bien dans un espace qui va s'ouvrir dans la métaphore, c'est-à-dire on est dans quelque chose, pour l'instant, on ne sait pas. Hein, ça peut être le champ de l'agriculture, le champ de la Vierge Marie, la religion, ou un autre chant que, bon, on peut imaginer, puisqu'on a un soupir amoureux. Mais on se dit quand même, il n'a pas osé ce truc-là. Il vient de le faire avec l'alchimie. Il vient de le faire avec le pasma. Il ne va pas quand même oser. Il va revenir à des trucs un peu sérieux. D'un mets long et dressé, la désirable plante. Alors, évidemment, avec le mets long et dressé, la métaphore, ça porte. Et c'est une sorte de métaphore de métaphore. Parce qu'évidemment, l'arbre de mai que les paysans plantent, en général plutôt les paysans dans le champ, bon, ils ne savent pas que c'est une métaphore, mais ils savent très bien que c'est un symbole de fertilité, de virilité, de ce que l'on veut. Et donc, c'est une pratique en elle-même métaphorique. On sait bien de quoi on parle, ou ce qu'on fait en train de faire, quand on plante un mai dans un village que peint, par exemple, Bruegel le Jeune. Mais là, il y a une sorte de métaphore, parce que je vais utiliser le mai que plantent les paysans, qui est déjà une métaphore, pour faire une nouvelle métaphore. Je vais ramener la métaphore des paysans à la réalité du sujet réel, c'est-à-dire bon, le phallus, quoi, on va dire. Voilà. Donc je fais une métaphore de métaphore qui revient au point de départ. Hein, voilà. Donc le cercle est bouclé, en quelque manière. C'est assez joli, d'accord, on revient dessus. Évidemment, c'est assez facile à comprendre, c'est assez amusant, c'est un peu scandaleux, surtout après les soupirs amoureux. Et juste avant, on vient de nous parler de l'alchimie, de la matière, des alambics, enfin, vous voyez, et un peu avant du passe-maille, donc on est sur le terrain. Hein, voilà, on est vraiment sur le terrain. Et donc, semer long et dressé, la désirable plante. Donc, on voit bien qu'on n'a pas besoin de faire une très jolie rime, très riche, etc. Puisque ce qui intéresse, c'est le jeu entre la plante et planter. Parce qu'effectivement, plante, quand c'est la plante végétale, etc., c'est la végétation, c'est la vitalité, enfin c'est la nature, enfin c'est Lucrèce, c'est tout ce que vous voulez. Et puis planter, ça veut dire aussi, bon, mettre dedans, quoi, voilà, avec les significations un petit peu, voilà. Et elle est désirable, évidemment, puisque là, le mot désir apparaît enfin là. Il faut suivre l'arrêt de son commandement. Et oui, l'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'efface pas en nous l'amour des temporels. Ça, c'est Tartuffe, plus tard. Et donc, on est bien obligé, écoutez, bon, il faut suivre l'arrêt de son commandement. Alors, c'est Lucrèce, c'est le début du De Natura Rerum, c'est-à-dire, effectivement, il y a les forces de la nature qui sont là, les forces du mois de mai, les forces de Vénus. Vous ne pouvez pas ne pas être soumis aux forces de Vénus, même à Ombre Blanche, etc. Ça éclate de tous les côtés, vous voyez, et puis des tableaux qui ne sont pas très érotiques. Enfin, voilà. Donc, en effet, nous sommes pris dans le mouvement du mois de mai, etc., les oiseaux chantent, etc., les plantes poussent, les orchidées, tout ce que vous voulez. Et donc, en effet, bon, voilà, c'est le début de ce livre génial de Lucrèce. Hein, nous sommes pris dans ce mouvement de la mer, des Énéades, donc de Vénus. Et donc, il faut obéir à ce commandement. Alors, c'est une phrase très dans la philosophie de la Renaissance. On ne peut pas faire autrement qu'obéir au commencement de la nature. Et évidemment, ça s'oppose à quelqu'un qui va dire à quoi il faut obéir, c'est au commandement de Dieu.
du Christ. Mais vous pensez, par exemple, à la naissance de Vénus, au printemps de Botticelli. C'est-à-dire, il y a la même chose. C'est-à-dire, il y a une force naturelle qui est là présente, on va dire païenne, bien sûr. Et là, Beroald se met dans cette tradition, on va dire, païenne, que vous avez dans les tableaux de Botticelli et de bien d'autres. Donc, il faut suivre l'arrêt de ce commandement. On ne peut rien faire. Et donc, je vais préciser un peu la chose. Au cas où on n'aurait pas compris, donc, maintenant, il introduit dans le deuxième strophe, c'est-à-dire la deuxième série, le 4 vers, un nouveau personnage qui est moi. Il n'était pas là pour l'instant. On était dans le nous, on était on, j'ai. C'est pas simplement le mais en général, c'est moi qui est le mais long et gros. Alors on répète, au cas où on n'aurait pas compris qu'il est long, voilà. Et puis il n'est pas simplement dressé, il est fort, voilà. Donc il y a de l'énergie. Alors si vous vous souvenez, encore ce matin, c'était dans la France Culture, il y avait un type qui parlait avec une femme d'ailleurs du désir à la Renaissance et donc des braguettes. À la Renaissance, et ça continue au XVIIe siècle, l'obsession, c'est la virilité. Pour les hommes, voilà. Mais peut-être pour les femmes aussi, je ne sais pas. Alors, hier, on racontait une fable de La Fontaine, on l'a présentée près de la statue qu'a fait Sébastien Langlois au Jardin des Plantes, les oreilles du lièvre. Et le lièvre a très peur, il est trouillard. Le lièvre, c'est le charme. Et il n'a pas de vaillance. Et à la fin, le lièvre retrouve une vaillance et il s'en moque un petit peu de sa vaillance parce qu'il comprend que c'est les grenouilles qui s'enfuient devant lui. Le lièvre reconquiert une vaillance et on va dire une virilité. Si vous regardez les tableaux de la Renaissance, vous avez énormément de braguettes. Et Rabelais insiste dessus. C'est-à-dire à la place du sexe, un truc qui fait que vous avez vu ce que j'ai là-dedans. Voilà, c'est très net. Soulignez, regardez un petit peu. Vous avez des tableaux comme ça qui montrent ça. Ça continue chez Cyrano de Bergerac et bien d'autres. La virilité est affichée, elle est fondamentale, elle est essentielle. On va dire ça continue avec Louis XIV et autres. Et donc tous ces gens-là, il y a une tradition qui vont affirmer. J'ai un mais long et gros et fort également. On insiste, on réinsiste avec beaucoup d'énergie. Et on va dire, dans les tableaux du temps, ça apparaît un peu partout. Voilà cette chose-là. Poussant de vers le haut une verdeur plaisante. Alors, on va faire des dessins très précis, mais vous allez dans la peinture du temps. Et la verdeur joue évidemment sur à la fois la couleur, mais aussi Henri IV, on l'appelait le vert galant, bien entendu. Et donc, c'est les couleurs du printemps, ce n'est pas les couleurs de l'islam, autre chose. Et donc, évidemment, le vert galant, bien entendu. Et donc, cette verdeur n'est pas une couleur absolument précise, mais ça symbolise l'énergie, etc. Et cette verdeur, eh bien, non seulement elle est là, mais elle est plaisante en réalité. Plaisante pour moi, plaisante pour je ne sais pas qui, pour vous peut-être, voilà. Et qui frisonne sa cime en tout temps verdoyante. Alors c'est un peu étrange, alors c'est pas le verbe frissonner, c'est vraiment l'écriture du verbe frisonner, qui ne veut pas dire la même chose. Les frisons, c'est des petites boucles un peu partout. Et donc ça frisonne un peu partout, c'est les poils qui tournent un petit peu, voilà. Et ça accompagne jusqu'en haut. Plus c'est poilu, mieux c'est. Voilà l'idée Renaissance. Hercule est vraiment velu, poilu, c'est comme ça. Inversement, le Christ n'est pas poilu. Voilà, il y a des livres entiers pour méditer sur le fait que le Christ, vous savez, sur la croix, on aurait pu l'imaginer, Saint Jean-Baptiste, il est couvert d'une peau de bête, voilà, il y a du poil, mais le Christ, il n'y a pas de poil, parce qu'évidemment, il est incarné, mais on ne peut quand même pas imaginer qu'il est poilu, c'est le diable qui est poilu. Mais effectivement, si je n'ai pas de poil à la poitrine, il y a du poil partout, voilà, je ne suis pas un super viril pour l'époque, etc. Et donc, effectivement, jusque sur le sexe, il faut que ça frisonne, voilà, il faut que ça frisonne vraiment. Et donc, ça frisonne et en tout temps verdoyante, donc, vous voyez, on reprend les mots, pas de problème, verdeur, ça devient verdoyante au cas où on n'aurait pas compris, mais si vous voulez, l'interdit que met la langue classique ensuite, qui dit ne faites pas de répétition, ce qu'on vous a tous appris à l'école, Montaigne, Rabelais, etc., n'en ont rien à faire. Vous avez des répétitions partout, et pareil chez Beroald de Verville. Donc on est sur quelque chose qui insiste et qu'il ne faut pas juger par le temps, et qui se peut planter assez facilement. Mais oui, d'accord, voilà, c'est assez commode pour moi, le jeu qui est là, et peut-être parce qu'il y a la place pour qu'on puisse le planter assez facilement. À vous d'imaginer. Voilà. Donc, pas de précision, retrait de la parole, etc. On n'est pas dans un poème pornographique. À nous d'imaginer. À nous de faire ce qu'on veut. On fait assez facilement. Madame. Donc, courtoisie, galanterie. Madame, bien entendu. On ne s'adresse pas à monsieur, en l'occurrence. On ne s'adresse pas au roi, etc. Madame. Permettez que l'on m'ouvre la porte. Quelle galanterie, mais immédiatement, métaphore. Parce qu'on comprend bien que cette porte tire la bobinette et la chevillette chéra, qui est un conte, vous savez bien, qui a des sens qui sont extrêmement louches. Le petit chaperon rouge, tout ça est un peu bizarre, et le loup, etc. Enfin voilà, on n'en finit plus de commander ce texte-là. Et bon, je ne vais pas le faire parce qu'à la fin de ma carrière en Cagne, j'avais commenté un peu le petit chaperon rouge et une famille ultra-catholique avait tenté de dénoncer les commentaires du petit chaperon rouge du côté de l'inspection générale. Ça fait rire tout le monde. Enfin voilà, mais bon, c'est comme ça. Ils ne savaient pas que les premières versions du petit chaperon rouge était extrêmement haute, et que Perrault. Donc, on m'ouvre la porte, c'est encore une métaphore.
Mais maintenant, c'est une autre métaphore. On avait la métaphore du mai, maintenant c'est la métaphore du corps de la femme avec une porte, ce qui est une métaphore bien connue, qui sera réemployée dans le songe de Polyphile, qui vient de l'Antiquité, etc. La femme est comme une porte, hein, enfin avec une porte. Et alors quand on parle, par exemple, à propos de la Vierge Marie, de hortus conclusus, hein, c'est-à-dire le jardin fermé, la Vierge Marie est un jardin fermé, et quand vous avez des annonciations, vous avez très souvent l'ange qui apparaît avec son bouquet de lys à la main, crac, en même temps vous avez l'Esprit Saint qui arrive, ça passe plus ou moins par l'oreille, et souvent derrière vous avez un paysage dans lequel vous avez un jardin avec une porte, c'est fermé. C'est-à-dire c'est la métaphore, l'expression de la Vierge comme hortus conclusus. Ça passe sans qu'on ouvre la porte, mais c'est le cas de la Vierge. Les autres, il faut ouvrir la porte, hein, voilà, c'est comme ça. Donc c'est une très vieille image qui circule dans la littérature un peu partout, à la fois religieuse et évidemment anti-religieuse. Et donc évidemment le lecteur comprend, s'amuse, rigole, etc. Et je le planterai sur la petite motte, on voit à peu près où c'est, d'accord? Et donc ça rime pas tellement bien, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Porte et motte, bon voilà, ça va à peu près bien. Et donc un petit peu au-dessus de l'entrée, qui de votre maison remarque le milieu. Et donc la maison qui se construit maintenant avec la porte, d'accord, la petite motte qui est là, le milieu avec là où on vise plus ou moins. Et donc ça devient une métaphore un peu généralisée. Il y avait la métaphore de la porte, maintenant il y a la maison tout entière. Et donc le corps de la femme, en tout cas le bas-ventre, la zone du pubis, devient effectivement une petite maison, d'accord, avec tout ce qu'il y a de sympa dans la maison, vous voyez, etc. Et là encore, pensez aux trois petits cochons, aux chapeaux rouges, etc. C'est pas la peine de faire trop de dessins et de choses comme ça. Et donc, c'est marqué au centre, c'est là, hein, c'est précisément là. C'est pas le sens moderne de remarquer, je remarque qu'il y a une dame qui porte un pull rose, etc. Non, ça se marque là véritablement au milieu. Deuxième tercet, si vous avez compris, madame, de quoi il s'agit avec le mai, je le mènerai tout droit. Hein, ce truc dont on nous précise auparavant qu'il est bien dressé, tout droit dessous votre croisée. Et donc la métaphore se poursuit de manière plus intéressante, c'est la croisée. Donc c'est pas la croisée des chemins, c'est la fenêtre, véritablement. Et là encore, on retrouve un des grands thèmes des Annonciations. Vous avez la Vierge Marie qui est assise, alors en général elle ne tricote pas, elle est en train de lire un livre qui en général est plus ou moins l'évangile, c'est un peu embêtant parce que ça lui annonce la mort de son fils, l'ange qui est un beau garçon qui arrive, coucou c'est moi, voilà, vous êtes la servante du Seigneur, etc. Elle dit oui merci, voilà, très bien. Et puis vous avez donc une fenêtre derrière qui est souvent une croisée. Et derrière la fenêtre, vous avez le jardin avec la porte, enfin tout ça, enfin voilà, et parfois aussi une ville avec les deux aspects, l'ancienne loi, la nouvelle loi, etc. Vous allez voir l'exposition Van Eyck, tout ça est représenté par Van Eyck depuis longtemps. Et donc la croisée, c'est important parce que la croisée est un des symboles de la virginité, puisque la lumière passe à travers une surface sans la percer, bien sûr, mais dans ce cas-là, il va falloir agir un petit peu. Donc il y a la croisée, il y a la porte qu'on va ouvrir, il y a la croisée, et évidemment, on sait bien que la croisée, c'est aussi la croix. Et donc on peut aussi en rigoler, hein, voilà, parce qu'on est dans un texte qui n'est évidemment pas catholique. Ou en petit frison, la terre relevée fait l'endroit plus plaisant qui soit en tout le lieu. Alors c'est très très beau parce que ça finit par le mot lieu. Il y a un grand poète français qui s'appelle Mallarmé au 19e siècle qui dit rien n'a lieu que le lieu. Le cœur de la poésie de Mallarmé, c'est le lieu, véritablement. Enlevons les chaises, les tables, etc. Ce qui est important, c'est le lieu, et simplement le lieu où quelque chose se produit véritablement. Peu importe que la guerre de Troie se passe à Troie, que ce soit en Asie mineure, etc. L'important, c'est le lieu en lui-même. Le lieu, il y a la bataille, il y a quelque chose qui se passe. On voit ça assez bien dans les tableaux de certains peintres contemporains, en particulier anglais. Le lieu qui est présent est le lieu de la poésie véritablement. Et alors ici, effectivement, le poème tout entier pointe vers ce mot, à la fois pas du tout poétique, hein, parce que le lieu n'est pas un mot qui appartient à la poésie, comme, je sais pas, l'onde, la fontaine, la rose, la fleur, enfin, oui, voilà des mots qui appartiennent à vocabulaire de la poésie. Le lieu, c'est un mot de géomètre. C'est un mot aussi laid que possible, de géomètre, de géographe, etc. C'est l'anti-poésie absolue. Hein. Si je dis à une dame, je veux voir votre lieu, non, c'est pas de la poésie. T'as de beaux lieux, tu sais? Non. T'as un beau lieu, tu sais? Non. Enfin, voilà, pas du tout. Donc, c'est un mot laid. C'est un mot de géomètre, de mathématicien, tout ce que vous voulez dans ce genre. Et c'est vers là que converge ce poème très étrange, il faut le dire, d'une laideur profonde. Si je me dis que Rose, elle a vécu ce que disent vivent les roses, ça c'est de la poésie, oui bien sûr, hein. Les poèmes de Ronsard, les poèmes de Du Bellay, etc. Voilà de la poésie qui nous touche, qui nous émeut, etc. Hein, avec des accords poétiques, etc. Mais là non,
ou en petit frison, la terre relevée, on a déjà rencontré le mot frison, avec ses petites boucles, la terre relevée donc au-dessus de l'endroit où ça va se jouer un petit peu, donc ce qu'on appelle parfois dans le langage moderne le mont de Vénus, d'accord, qui n'est pas les fesses, mais l'autre côté, bien sûr. Alors, bon, si vous voulez avoir quelques détails sur le mont de Vénus et les fesses, qui intéresse beaucoup de Verville, parce que les fesses, c'est un symbole du double qui devient un, il explique que le cul, c'est contenu de deux parties qui deviennent une, enfin, vous avez des pages entières sur ça, voilà, je vous conseille de le lire, ça enrichira les brilles ombres blanches, ou fait l'endroit plus plaisant, on retrouve ce mot qu'on a déjà raconté, puisque mon mets est plaisant, mais la motte, enfin si on veut, la croisée, etc., de la dame est aussi plaisante, tout est plaisant en réalité, c'est très très bien, voilà, c'est le lieu du plaisir, le plaisant rencontre le plaisant, cet endroit-là est l'endroit le plus plaisant qui soit en tout le lieu, et là ça va se jouer véritablement, on ne sait pas quoi, hein, précisément, puisque le sonnet s'arrête ici. Alors le dernier vers du sonnet, ça s'appelle une pointe, c'est-à-dire tout le sonnet va vers le dernier mot, le dernier vers qui est une pointe. Vous savez, au troisième coup, je tire, je pointe. Vous savez, Cyrano de Bergerac, voilà, je fais des vers. Et la pointe, c'est à la fois évidemment la pointe de l'épée, comme Zorro, hein, voilà, la pointe de l'épée, mais c'est aussi la pointe qu'au bout de leur ventre, assez souvent, les hommes ont, voilà, qu'ils prennent parfois pour une épée, d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, et puis vice-versa. Et le sonnet va vers une pointe qui pique, qui chatouille, etc. Et une pointe, c'est aussi quelque chose qui excite l'esprit, d'une manière ou d'une autre, hein, une jolie pointe que fait Madame de Guermantes dans un salon, le salon de Guermantes par exemple, chez Proust, etc. Et donc c'est quelque chose qui pique. Voilà. Cyrano de Bergerac va faire un petit recueil de textes qu'il appelle des entretiens pointus, qui sont à la fois jolis, sexuels, combattants, enfin tout ça. Et donc on va vers la pointe, et la pointe c'est l'endroit le plus plaisant qui soit en tout le lieu. Alors c'est à la fois totalement raté, parce qu'il est difficile de faire un vers plus raté, plus minable, fait l'endroit plus plaisant. Même je crois qu'au Geoffroy, il n'aurait pas le prix pour un vers comme ça. Fait l'endroit plus plaisant, c'est d'une laideur, enfin, fait l'endroit plus plaisant, enfin voilà, vous imaginez quoi, le moindre poète du Périgord fait mieux, voilà, fait l'endroit plus plaisant, fait l'endroit, un mot aussi laid, aussi peu poétique, vous voyez, Verlaine, il a horreur, Baudelaire, l'endroit, à l'endroit et à l'envers, enfin, plus plaisant, on l'a déjà entendu, etc., qui soit en tout, waouh, qui soit dans tout, c'est pas terrible. Et puis le mot lieu. Donc cette pointe est un ratage total. Un ratage total pour dire, ouais, j'y vais, je rentre. Alors il y a un problème, c'est tellement raté que c'est pas sûr que ça séduise. Je sais pas s'il y a beaucoup de dames qui sont séduites. Viens, masse, comme une fois, bon, en espagnol, dans les films porno, les dames disent parfois masse, encore plus, voilà. Non, enfin, c'est pas sûr hein, que ça produise l'effet. Et Borel de Verville le sait bien, évidemment. Le moyen de parvenir, c'est l'anti-moyen de parvenir. C'est-à-dire, normalement, le moyen de parvenir, c'est un traité de réussite. Hein, voilà, pour rentrer à l'Académie française, je ne sais pas où, enfin, pour devenir président de la République, lisez le moyen de parvenir. Alors, si vous lisez, vous êtes fichu. C'est pas sûr, vous ne comprenez rien, pas grand-chose, etc. Donc, vous allez rater votre coup. Voilà. Et donc, Bérold de Verville, c'est, alors, une fois de plus, je vais rapprocher de Giscard dans son œuvre littéraire, pas dans sa carrière politique. Le ratage. Comment rater un roman? Lisez le passage de Giscard, vous allez le voir. C'est vraiment raté. La critique est unanime sur ce point. C'est vraiment raté. Il en a fait un deuxième encore plus raté, enfin, etc. Enfin, voilà, il en a fait 5. Ils sont tous ratés, hein, vraiment, ils sont tous vraiment ratés. Il y a la tétralogie de Wagner, il y a les 5 piliers de la sagesse et les 5 mauvais romans de Giscard. Et donc, là-dedans, on a une sorte de poème qui, d'un côté, dit « Waouh ! Vous avez vu le machin que j'ai? Enfin voilà, waouh, ça y va, je suis un grand poète, etc. » Mais non, ça vient accomplir les soupirs amoureux. Et les soupirs amoureux, c'est un magnifique livre, on va dire, de désespoir. C'est-à-dire, je dis avec de l'assez belle poésie à une dame que je l'aime, et puis bon, voilà, bon. C'est pas terrible, voilà. Alors à la fin, je tente un autre coup. Le mail, ça marche pas non plus. L'alchimie, ça marche pas non plus. Et je vais tenter le truc chaud, viril, ça marche pas non plus. Alors vous voyez, je vais terminer un petit peu sur une expérience que je racontais ce matin à un ami, une expérience très douloureuse pour moi dans la poésie et dans l'échec poétique absolu. Quand j'étais en gros, disons, seconde ou en première à peu près. J'étais un jeune poète, d'ailleurs, en effet plus ou moins raté, mais avec un certain nombre d'amis, on faisait une journée de poésie qui s'appelait Le Caveau de famille ou Lucie Raymondave. On était tous amoureux des mêmes filles, comme tout le monde. Donc il y avait dans la classe un certain nombre de jolies filles, dont l'une s'appelait Francine, qui était vraiment charmante. Évidemment, on échouait tous. Enfin, bon, l'échec, on n'approchait même pas. Voilà. Et un jour, avec un de mes amis poètes, qui s'appelait Éric Durand, on avait passé l'après-midi à discuter de choses importantes. On refaisait des vers de Victor Hugo. Enfin bon, on était des poètes romantiques, plus ou moins surréalistes, etc. Et on prend nos vélos, erreur première,
pour se rendre à l'Union. Vous savez, l'Union, c'est le lieu du rêve. Quand on rêve de femmes, elles sont toutes à l'Union, voilà. Et à l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Et on arrive avec nos vélos un peu crevés, voilà, et on arrive devant la maison de cette jeune Francine qui était en train de se bécoter avec un mec plus vieux que nous sur une mobilette. Bon, on comprenait qu'on avait un vélo et lui, il avait une moto. Bon, voilà. Mais surtout, le type nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez fait l'après-midi? Et alors, nous, on répond naïvement, joyeusement, on a fait de la poésie, on a lu Victor Hugo. Et le type nous dit, Victor Hugo, ça ne me fait pas bander. Et là, on comprend par anticipation ce qui se passe avec Béroald de Verville. C'est-à-dire, on a échoué lamentablement. Lamentablement, enfin, on n'a même pas tenté. On est reparti avec nos vélos, Victor Hugo, la poésie, etc. On a laissé Francine. Bon, ceci dit, 40 ans plus tard, vengeance. Parce que le hasard a fait qu'une amie qui vient parfois ici a acheté la maison de cette Francine. Et les filles de cette amie étaient très jeunes et cette Francine était devenue institutrice, très malheureuse en mariage, etc. Et les petites filles qui devaient avoir 7 ans, ils sont allés voir l'institutrice en disant « Ah, je connais Yves Le Pestipon ». Et à ce moment-là, la dame, l'institutrice, a dit « Ah, tu me rappelles le bon vieux temps ». Et là, j'ai compris qu'effectivement, à l'époque, elle s'emmerdait avec le mec avec la moto et que peut-être elle serait venue avec... Voilà. Mais c'était trop tard, c'était vraiment trop tard, des années passées. Voilà, soupir amoureux. J'échoue. Béroald avait cette expérience. Il n'avait pas de moto. Il n'était pas vraiment très noble. Il n'était pas vraiment très riche. Les images qu'on a de lui n'en faisaient pas un bellâtre incroyable, etc. Il y avait des tas de types avec des épées, etc., qui savaient mieux marcher pour eux. Voilà. Et donc, les soupirs amoureux, c'est l'échec. Et donc, à la fin du livre, il y a ce texte, presque à la fin du livre. Et après, il y a encore 2 ou 3 autres textes assez extraordinaires sur le thème de l'échec en poésie. Et ce texte-là est un texte paradoxal. Parce que c'est un texte, on va dire, qui pourrait être signé par, je ne sais pas moi, Depardieu, des mecs comme ça qui en ont vraiment. Mais c'est pas terrible, ça marche pas. Parce qu'à la fin, bon, le lieu, bon, on ne sait pas très bien si la fille dit « Coucou, c'est moi, viens, Poupou ». Non. Et donc, c'est un texte raté, quelque part, hein, si on cherche de la belle poésie, enfin tout ça de ce genre, mais quelque part profondément réussi, profondément paradoxal, et extrêmement profond, hein, sur ce que c'est que peut-être le sexe, le rapport à la poésie, etc. Un texte qu'on n'a évidemment pas possibilité d'expliquer en classe de seconde ou de troisième, etc., de faire réciter aux gamins à l'école, à Fermat ou n'importe où ailleurs. Bien entendu, on comprend bien que les parents ne seraient pas nécessairement contents, voilà, et puis peut-être les adolescents non plus, les collègues non plus. On peut le faire à l'Épée Ombre Blanche. On voit bien aussi que si on le lit du point de vue d'un libertin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les gens qui cherchent des choses plaisantes, ça ne marche pas très bien. Si on le cherche du point de vue romantique, ça ne marche pas très très bien. Bon, il faut le lire à l'aune de la pensée contemporaine. Alors Béroald de Verville, c'est au fond un drôle d'auteur qui peut-être intéressera davantage les lecteurs dans 30 ou 40 ans qu'il ne l'intéresse encore aujourd'hui. L'université, on va dire, est en train de le publier, de le redécouvrir. Et quand on le lit, on se dit, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose, on ne croyait pas que c'était possible de lire des auteurs comme ça du passé, un peu comme avec Papillon de Lastrie, certaines pages de Rabelais et autres. On se dit, mais il y a un trou dans le passé littéraire de la France. Il y a des auteurs, à la fin de la Renaissance et du XVIIe siècle, qui sont tout à fait étrangers à cette tradition de la belle écriture, qui a ses vertus extraordinaires, bien entendu, et qui font des expériences qui ressemblent à ce que fait Mutatis Mutandis, Picasso ou bien d'autres, en peinture, en musique, en littérature, et qui sont des sortes de monstruosités littéraires intéressantes pour nous. Bon, il n'est pas sûr que ce soit le plus grand auteur de tous les temps, mais en tout cas, c'est un auteur intéressant. Voilà, je vous remercie, et bon mois de mai. Il s'agissait d'un classique au détail enregistré à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 6 mai 2024, proposé par Yves Le Pestipon, consacré ici à François Béroald de Verville et son poème libertin Le Mai. Réalisation et mise en onde Radio, en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.